Et si vous souhaitez investir justement pour faire, pour le coup, du locatif, et on sait que de plus en plus de Français sont tentés et se lancent dans l'aventure du locatif, il y a bien sûr une solution, une carotte fiscale, c'est le Pinel. On va vous guider dans cet environnement du Pinel, comment bien choisir un Pinel avec Jean-Marc Le Prado, il est à nos côtés, le président d'Enola. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Guillaume, bonjour Bon, à tous. alors voilà, on a bien réfléchi, donc on est un particulier, on veut faire du locatif, on a bien réfléchi au type d'investissement qu'on veut faire, l'ancien, le meublé, etc. On a pesé le pour et le contre et on a choisi un Pinel. Quelles sont les règles d'or à respecter pour bien choisir son produit en Pinel ? Alors, d'abord, j'abonde parfaitement dans votre sens sur le fait qu'il faut d'abord réfléchir avant de se lancer dans le Pour Pinel. tout, hein, Jean-Marc, soyons Oui, honnêtes. mais d'une manière générale, je vois quand même beaucoup de gens qui foncent bille en tête sur une formule de type Pinel, par exemple, et en fait qui s'avère absolument pas adaptée à leur patrimoine, à leur stratégie patrimoniale. Donc, je trouve que c'est une bonne précaution a priori. Ensuite, une fois qu'on a bien validé que le Pinel était la solution pertinente pour sa stratégie patrimoniale, une fois qu'on a dimensionné l'investissement également, on va essayer de trouver le meilleur produit au meilleur endroit et au meilleur prix. En fait, le triptyque est là. Je commencerai par le promoteur. La première de toutes les précautions à prendre est de vérifier tant que faire se peut la qualité du promoteur avec lequel on va travailler. Est-ce que c'est un promoteur qui est très connu ? Est-ce que c'est un petit promoteur local ? Évidemment, le niveau de risque n'est pas le même. Quelles sont les garanties qu'il offre ? C'est peut-être bien de consulter son notaire pour avoir un avis un petit peu détaillé sur le promoteur en question. Faire quelques recherches, sans faire une enquête de police, mais faire quelques recherches sur ses comptes. C'est assez facile d'avoir les comptes d'une entreprise aujourd'hui pour au moins vérifier qu'il n'y a pas de clignotants trop orange qui sont allumés. Sur la qualité de production historique, je pense que c'est un bon moment pour demander au promoteur une liste de quelques immeubles qu'il a livrés il y a 15 ans ou 20 ans, de manière à voir comment ces immeubles ont vieilli. Parce que finalement, on peut s'imaginer que ce sera notre immeuble dans 20 ans. Tout à fait, donc bien choisir d'abord son promoteur, vous le disiez, c'est absolument vital quand on se lance dans un Pinel, bien choisir le partenaire avec lequel on va travailler, celui qui va nous livrer le bien. Il y a une grande mode dans tous les domaines, c'est regarder les avis des consommateurs sur Internet. Est-ce que vis-à-vis d'un promoteur, ça a aussi du sens ? Regarder les avis des consommateurs, regarder ce qui se dit sur le promoteur dans les forums, par exemple. Oui, je trouve que c'est tout à fait intéressant d'avoir ces avis-là en prenant évidemment les précautions d'usage. Si vous regardez TripAdvisor, il n'y a aucun hôtel dans le monde qui n'a pas une critique mauvaise à un moment ou à un autre. Donc il faut faire la part des choses dans ces avis. Pas tomber dans le syndrome Doctissimo, quoi. Absolument. Et ne pas imaginer que parce qu'il y a 3-4 commentaires négatifs, le promoteur est forcément de mauvaise qualité, sinon on ne fera jamais rien. Donc choisissez bien d'abord votre promoteur. Ensuite, la localisation, on dit toujours qu'il vaut mieux investir près de chez soi. C'est vrai aussi quand on se lance dans un Pinel ? Je ne suis pas sûr, en fait. Je suis pas sûr. C'est très à contre-courant quand même de ce qu'on a tendance à dire. Hein. Oui, il y a plein de gens, mais plein de gens disent aussi qu'il faut acheter un bien dans lequel on vivrait soi-même. Je ne suis pas tout à fait en phase non plus avec cette analyse-là. Non, si on est à Lyon, par exemple, aujourd'hui, vous parliez de Lyon à l'instant, quand on est un investisseur plutôt averti, qu'on va chercher plutôt des opérations à fort rendement, Lyon n'est pas très adapté. Donc quand on est lyonnais, il est peut-être plus intelligent d'aller à Toulouse ou d'aller à Nantes pour avoir des rendements. On peut regarder aussi à Villeurbanne. Meilleurs. On peut regarder à Villeurbanne, on peut regarder à Vaux-en-Velin. Ce qui est moins loin. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas obligé non plus de partir à l'autre bout de la France. Ça n'est pas une obligation, en effet. Il faut choisir sa localisation. Si autour de soi, on a une localisation qui est pertinente en termes de rendement par rapport à sa stratégie patrimoniale, tout va bien. Si on n'est pas dans une recherche de rendement, mais plutôt de patrimonialité forte, Lyon est parfaitement indiqué aujourd'hui pour poursuivre ses investissements. D'accord, mais mieux vaut quand même choisir un bien qui soit à moins d'1h30, 2 heures de chez soi, parce qu'il faut quand même, une fois qu'on a investi en Pinel, participer aux assemblées générales, voir comment le bien évolue, voir avant qu'il soit livré peut-être comment les travaux évoluent. Bref, ça simplifie les choses quand c'est proche de chez soi. Mais si vous êtes parisien et que vous êtes obligé d'aller une fois par an à Bordeaux pour faire un petit tour autour de votre investissement, on va pas se plaindre. Ça c'est pas nécessairement une punition. Quand on fait une opération en Pinel, en fait, dans les 10-15 ans qui suivent, il y a quand même peu d'activités. Aller aux assemblées générales une fois par an, on n'est pas obligé d'y aller. On peut regarder l'assemblée générale et faire ses votes à distance en donnant une procuration. Ça peut se gérer. Je dis pas qu'il faut nécessairement aller loin de chez soi, mais c'est pas une pierre angulaire pour moi d'être dans un rayon d'1 kilomètre. Il est en train de casser un totem là. Choisissez d'investir proche de chez vous. Jean-Marc Le Prado et surtout vous dit pas ce que vous voulez. Jean-Marc Le Prado vous dit investissez surtout là où c'est rentable et là où il y a de l'avenir immobilier. Mais en revanche, ça ne veut pas dire qu'il faut se désintéresser de la localisation. Si vous investissez à Nantes, il faut aller à Nantes, voir l'environnement du programme sur lequel vous êtes en train de plancher. Alors on a choisi la localisation, on a choisi le promoteur. Maintenant, il faut peut-être bien choisir l'appartement dans la résidence, choisir le meilleur appartement possible pour investir en Pinel. C'est quoi les critères ? Absolument, c'est extrêmement important puisque dans un même immeuble, il peut y avoir des appartements qui vont se louer très facilement et d'autres qui seront un petit peu plus compliqués. Éviter naturellement les plans biscornus sur lesquels on perd beaucoup de surface
surface avec de très grandes entrées ou un séjour qui est en V qui va être très difficilement aménageable. Il faut le rez-de-chaussée, contrairement, je ne sais pas si c'est un totem le rez-de-chaussée ne pose strictement aucun problème pour peu qu'il soit sur l'intérieur de la résidence avec une petite terrasse, un bout de jardin, sans trop de vis-à-vis, ça pose aucun problème. Il faut insister sur ce que vous nous dites là, parce que souvent ceux qui investissent dans l'immobilier disent oh là là, faut éviter les rez-de-chaussée parce qu'il y a beaucoup de passages, c'est dangereux, les cambriolages, il y a moins de lumière. Ce que vous dites, les rez-de-chaussée pour l'investissement locatif, ça a du sens. Ça a beaucoup de sens puisque traditionnellement un rez-de-chaussée coûte moins cher qu'un étage et assez curieusement le loyer il est ou identique ou quasi identique. Donc le rendement de l'actif est meilleur. On a un rendement supérieur pendant toute la durée de détention. On achète un peu moins cher, on vendra probablement un peu moins cher également que les appartements du dessus, mais en attendant on a eu un rendement qui est plus favorable. Ce qu'il faut éviter sur les rez-de-chaussée, c'est de cumuler. Si vous avez un rez-de-chaussée plein nord sur la voie de garage, gros problème. Si vous avez un rez-de-chaussée sur la rue avec des barreaux, problème. Vous allez avoir du turnover de locataires. En revanche, le rez-de-chaussée en tant que tel ne pose strictement aucun problème. Et bon, là, ça c'est pour bien choisir l'appartement, le bien au sein de la résidence. Et la résidence, plus elle propose de services, mieux c'est pour un Pinel ? Alors oui, il faut mettre le curseur au bon endroit. Faire une opération sur un immeuble de très grand luxe en Pinel n'a pas grand sens. Je vous rappelle qu'on est plafonné en termes, on a plusieurs plafonds à respecter, dont le prix au mètre carré, qui est de 5 500 € le mètre carré pour défiscaliser. Donc dès qu'on est au-dessus, il faut se poser la question. C'est pas forcément rédhibitoire, mais il faut se poser la question. Le niveau de prestation doit être très correct pour satisfaire les locataires. Il ne doit pas nécessairement être extrêmement luxueux, parce que sinon le prix va augmenter, mais curieusement le loyer ne va pas augmenter dans les mêmes proportions, donc le rendement va diminuer. Et le rendement en Pinel, justement, il est réputé être assez faible, quand même, relativement. Si vous prenez une fourchette entre 3 et 4% de loyer par rapport au prix d'achat, vous êtes dans la fourchette assez classique. Si vous voulez un peu plus de rendement, dans des localisations un petit peu moins prestigieuses, on peut monter à 4,5-5%. Dans des localisations plus prestigieuses, ça sera un petit peu en dessous. Mais du coup, vu que le rendement n'est pas spécialement attractif en Pinel, il vaut mieux éviter de passer par une agence pour la gestion locative, l'agence prenant des frais et donc rognant encore un peu plus le rendement de l'investissement ? Oui, là, il y a un vrai arbitrage à rendre. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui imaginent qu'il est totalement impossible de gérer soi-même un bien en Pinel. Et pour le coup, c'est absolument pas le cas, puisqu'on peut tout à fait gérer, y compris à distance, gérer tout à fait correctement un appartement. Ça dépend du degré de maux de tête qu'on veut avoir avec son investissement. Si on veut en entendre le moins possible parler, il faut évidemment passer par une agence. Alors voilà, c'est très concret, c'est très pratique et astucieux, les conseils de Jean-Marc Leprado, si vous souhaitez encore investir en Pinel. Une auditrice, pour terminer, c'est Yvette, nous écrit sur notre site bfmbusiness.com. Elle nous dit, bon, c'est bien gentil votre Pinel, mais on doit revendre au bout de 6, 9 ou 12 ans pour la carotte fiscale. Est-ce que si j'investis dans une résidence en Pinel, tout le monde ne va pas revendre son bien en même temps en Pinel, et donc il ne va pas y avoir abondance de biens sur le marché et donc difficulté à revendre avec une plus-value? Alors deux choses là-dessus. Faire un investissement dans le neuf, qu'on soit en Pinel ou pas, avec un horizon de placement de 7 ans, pour moi n'a pas de sens. Si vous avez un placement à faire sur les 7 prochaines années, ne faites pas d'immobilier, encore moins de neuf. Vous avez un risque important de ce point de vue-là. 9 ans ou 12 ans ou une quinzaine d'années est un horizon. Une quinzaine d'années est un horizon raisonnable pour moi en termes de placement. Ensuite, choisir des promoteurs qui justement ne sont pas des spécialistes de la défis. C'est ça, ouais. Les gens qui font de la résidence principale. Vous devez avoir des gros appartements dans votre résidence. Si on vous propose une résidence dans laquelle 100% Pinel, ça n'a pas de sens. Voilà, mais personne ne vous proposera 100% Pinel. Aucun promoteur ne dit je vais que du Pinel. Par contre, vous verrez que si vous avez la moitié de la résidence qui est en studio et l'autre moitié en T2 avec 3 T3 qui se battent en duel, vous allez avoir une résidence 100% Pinel à peu de choses près. Donc des gros appartements qui, ceux-là, de toute façon, sont achetés en résidence principale. Par exemple. Jean-Marc Leprado, le président d'Enola, régulièrement à nos côtés dans Intégral Placement. Merci Jean-Marc d'être venu nous voir. Marie, on se retrouve demain À demain pour de nouvelles astuces, conseils pour nos auditeurs et téléspectateurs.